Bien le bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de lecture du journal d'un prisonnier de Sarkozy. Comme dans chaque épisode, on lit ensemble 2 chapitres et on voit un petit peu ce qui s'y dit, on voit un peu si ce qui est dit sur les réseaux sociaux notamment, que c'est un livre écrit de manière très dramatique, très larmoyante, très victimisante. Est-ce que tout ça c'est vrai? Donc voilà, c'est ce qu'on va voir un petit peu au fil des chapitres et je vais aussi lire certains extraits pour mieux montrer le ton du livre. Et si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous invite à peut-être les regarder dans l'ordre pour avoir un meilleur suivi de l'histoire. Dans ce chapitre-ci, Sarkozy commence en évoquant Edmond Dantès, qui est donc le héros principal du conte de Monte Cristo. Et il dit que comme lui, il n'a pas à rester tant de jours en prison, mais il fait quand même un parallèle avec ça. Il parle aussi du fait que la prison, c'est très dur moralement pour lui et qu'il éprouve une grande fatigue physique, qu'il dort des nuits de 9 heures alors qu'avant, sans dormir mal, il n'avait pas forcément besoin de tant d'heures de sommeil. Il parle aussi du fait que oui, c'est ça, que même s'il fait du sport, c'est pas ça qui l'épuise à ce point-là, donc il a vraiment une grande fatigue physique, morale. Il parle aussi du fait que c'est un migraineux. Et alors là, moi aussi je souffre de migraine, donc je sais ce que c'est. Encore, je suis pas la pire des migraineuses. Donc voilà, il parle du fait qu'il a pu emporter son traitement contre la migraine, que à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, mais que finalement, en prison, bizarrement, il souffre pas trop de migraine, et il se demande un peu pourquoi. Et là, il dit un truc qui me paraît un peu bizarre, mais il me dit, il me dit pas, moi je lis son livre, mais il s'adresse à tout le monde, mais il me dit est-ce que c'est le fait d'être sous constante tension nerveuse qui empêcherait ces migraines de se déclencher? Je trouve ça assez paradoxal parce qu'une migraine ça peut se déclencher de plein de façons, mais notamment les tensions, les nerfs, donc je comprends pas son raisonnement qui lui ferait dire que c'est le fait d'être sous tension nerveuse constante qui l'empêcherait d'avoir des migraines, mais bon, grand bien lui fasse puisqu'apparemment ça a été une période moins migraineuse que dans son quotidien. Sarkozy aborde aussi le fait que, forcément il est incarcéré donc il est loin de sa famille et que c'est aussi non seulement une grande souffrance pour lui mais aussi pour les membres de sa famille, notamment sa femme, il l'évoque à plusieurs reprises, Carla Bruni, qui est triste, qui est vraiment atterrée. Il veut pas en rajouter à sa souffrance en lui disant qu'il n'est pas bien, etc. Donc il y a beaucoup au fil du livre ce concept, mais cette notion plutôt de rester fort et de garder la face finalement. Mais il nous dit aussi qu'il a sa jeune fille de 14 ans, Julia, qui donc ne l'a pas vue pendant, je ne sais plus, est-ce que c'est 10, 12, 14 jours, mais pendant 2 semaines, et qui est très triste de cet éloignement et qui veut absolument lui rendre visite en prison, que Sarkozy et Carla hésitaient, et qu'au final, en voyant la détermination, la force de caractère, la volonté de Julia, que c'était même plus une possibilité, que c'était vraiment un choix imposé par Julia, qu'elle voulait venir voir son père en prison, et que donc il lui accorde ça, et qu'en la voyant, il a vu la force de caractère de cette jeune fille, sa volonté, sa détermination, sa nouvelle maturité, et que du coup, en fait, toutes ces épreuves, finalement, par lesquelles il passait, ça faisait que rajouter à la grâce, à la résilience, à la détermination, à la force de sa famille qui est renforcée, que finalement, peu importe où il se trouve, c'est quand il y a les membres de sa famille qui sont présents qu'il est le plus heureux. Donc voilà, il nous dit un petit peu de tout ça. Après, je me suis fait la réflexion. Lui, il ne savait pas exactement quand il sortait à ce stade, enfin je ne pense pas, en tout cas il ne le dit pas. Mais je me suis fait la réflexion qu'une quinzaine de jours, c'est pas si loin de sa date de sortie finalement, et que certes ça doit sembler vraiment très long, 20 jours incarcéré. Surtout pour lui, parce que je pense que comme il le disait, donc il perd aussi ses repères dans la prison. Mais je me dis, c'est vrai qu'au final il a vite, entre guillemets, retrouvé sa famille au bout de 20 jours, ce qui est un très court passage en prison. Mais du coup voilà, ça m'a fait tilt quand il a dit, ça faisait 15 jours en gros que sa fille l'avait pas vu, je me suis dit, dans 5 jours, il est dehors. Et bien voilà, il me dit justement que dans la même période de temps, il apprend que la date de son nouveau procès, il fait appel, et donc il y avait enfin une date arrêtée et qu'il s'agissait de tenir encore une dizaine de jours. Et d'ailleurs, il nous dit « Pourquoi m'imposait-on ce délai ? S'agissait-il de ne pas désavouer trop rapidement le tribunal correctionnel de Paris ? Craignait-on de donner le sentiment de me traiter mieux qu'un détenu normal, ce qui aurait été un comble tant il était évident que je n'avais bénéficié d'aucun privilège, mais au contraire fait l'objet d'un harcèlement judiciaire sans précédent. J'en étais là de ces conjonctures. Inutile de se lamenter, nous avions une date, et ce qui n'était déjà pas si mal. Il restait une dizaine de journées interminables à attendre. Donc voilà, là il est vraiment dans l'attente, et je réfléchis, je me dis, il faudrait éplucher un peu tout ça, mais je me dis, est-ce que c'est si anormal, une vingtaine de jours d'attente quand on fait appel, je ne sais pas du tout, je n'ai pas de notion de durée entre les moments où on peut être incarcéré, faire appel, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'habitude d'entendre de façon populaire que les jugements, c'est lent, ça prend du temps, etc. Donc
C'est vrai que là, comme ça, sur papier, ça ne me choque pas. Mais après, peut-être que ça se passe normalement plus rapidement, je ne sais pas. Mais il a l'air de dire que c'est vraiment anormal et interminable. Sarkozy nous parle aussi du fait que l'enfermement, ça commence vraiment à lui peser. Et il nous dit notamment qu'une des choses qui lui manquait, c'était déjà de ne pas voir sa famille, mais en plus de ne pas voir l'extérieur. Il nous dit: j'étais confinée entre ces 4 murs et je ne pouvais rien apercevoir de ce qui se passait aux alentours. Je ne voyais que cet immense panneau de plastique qui me protégeait du regard des autres, mais me coupait dans le même temps de la vie des autres. C'était la première fois de ma vie que je vivais cette expérience étrange de ne plus pouvoir regarder la rue, le ciel, les voitures qui passaient, le temps qui changeait, les oiseaux qui volaient, les arbres qui perdaient leurs feuilles à l'automne. Je devais chaque jour demander à mes avocats ou à Carla quel temps il faisait. Pleuvait-il? Le soleil brillait-il? Je voyais bien que la lumière changeait avec la luminosité dans la cellule. Je pouvais mesurer le froid qui régnait en ouvrant ma fenêtre grillagée pour aérer mon si petit espace vital. Mais je ne sentais rien, ni ne voyais rien. Alors que j'ai toujours aimé humer l'air du moment, adorer me promener pour sentir l'atmosphère du pays, me nourrir du regard des autres, bavarder au hasard des rencontres. Tout ceci m'était désormais interdit. Donc voilà, il parle vraiment du fait qu'il est enfermé de chez enfermé. Après, je dois dire que dans les chapitres précédents, il mentionnait qu'il avait le droit d'aller dans la cour pour s'aérer et que c'est lui qui a refusé. Donc voilà, je me dis au point de se dire ne pas sortir, quitte à ne pas connaître le temps, quitte à ne pas pouvoir humer l'air. Je me dis là, ça relève quand même un peu de sa décision, paradoxalement. Évidemment, il est enfermé, mais il a quand même droit à aller sortir dans la cour. Donc je me dis, si ça lui manquait à ce point, il aurait peut-être pu faire une petite sortie dans la cour, accompagné, de toute façon, toujours en bonne compagnie, parce que il le dit aussi, il est toujours accompagné de gardes pour assurer sa sécurité, que tout est fait pour qu'il ne croise aucun autre détenu. Donc, il aurait pu quand même avoir des moments d'aération, si je puis dire, dans la cour. C'est vrai aussi qu'il a dit qu'il y aurait certainement des photographes qui auraient des appartements qui donnaient sur la cour de la prison, et qu'il craignait de donner quelques clichés, etc. Enfin, voilà, il y a aussi ça à prendre en considération, mais je me dis, c'est vrai qu'il n'avait pas totalement la porte fermée, si je puis dire, sur l'air extérieur. Ne serait-ce que pour prendre la météo, ou que sais-je, mais bon. C'est vrai que c'était pas un choix sans conséquence, notamment au niveau de son image publique. Et d'ailleurs, il rajoute à ce qu'il a déjà dit en disant mais la conjonction de l'enfermement, de l'absence de portable, de l'impossibilité d'être appelé à tout moment et la perte de toute vision de l'extérieur constituait un choc qui impliquait un temps d'adaptation que visiblement j'avais encore à accomplir. J'aurais donné beaucoup pour pouvoir juste regarder par la fenêtre, rester posé là, à un balcon quelconque, prendre du plaisir à voir passer des voitures, imaginer la vie des passants qui marchaient dans la rue. Toutes ces attitudes si banales traduisant le manque dans lequel je me trouvais. Il est vrai qu'il s'agissait de mon 2e dimanche à la santé. Pas de visite, pas de sortie. La journée promettait d'être longue, pour ne pas dire interminable. Sarkozy évoque également une nouvelle rencontre avec un aumônier qu'il avait vu il y a une semaine donc, et il nous dit que c'est des moments de rencontre qui lui font beaucoup de bien en fait, d'avoir des lectures de certains extraits de la Bible, de savoir qu'il vit une injustice mais qu'il sera récompensé donc selon lui, selon l'aumônier dans les cieux. Et il dit même qu'en sortant de prison, il souhaitera conserver ce lien, enfin en tout cas le contact avec l'aumônier et même le présenter à sa famille parce que c'est quelqu'un qui lui a fait beaucoup de bien pendant son enfermement. Sarkozy nous parle ici aussi du fait que le personnel pénitentiaire, encore une fois, était vraiment très gentil avec lui, pour ne pas dire aux petits soins. Notamment du fait que, comme j'avais évoqué dans un épisode précédent, le personnel toquait à sa porte alors qu'ils avaient les clés de sa porte, et comme il le dit, c'est sûrement une attention qu'il avait en plus à son égard, que ce serait étonnant que, je pense, le personnel se comporte comme ça avec chaque prisonnier. Il met toujours en avant ce sentiment d'injustice que même le personnel pénitentiaire éprouve à son égard, que tout le monde est gentil avec lui, que tout le monde l'appelle encore président, et que c'est inquiétant de ne pas le voir sortir. Il a été encouragé à tout de même aller profiter d'un petit quart d'heure dans la cour de prison. Donc finalement, il le fait, il sort. Au bout d'une bonne semaine, il va prendre son petit quart d'heure d'aération dans la cour, et il nous dit « La cour n'en avait que le nom, 14 pas en longueur, 8 pas en largeur. Il n'y avait pas matière à pratiquer la course à pied. Le toit était recouvert de barbelés roulés en cercle ininterrompu. Une double rangée de grilles serrées et épaisses reposait juste en dessous. C'était si dense que je voyais à peine le ciel. Les murs couverts de salpêtre et décrépits ne faisaient guère plus envie. Il faisait froid ce jour-là. Je suis resté un petit quart d'heure à deviser avec 2 de mes surveillants. » Et là, il dit notamment qu'il parlait avec un surveillant, il disait qu'il avait voté pour lui en 2007, qu'il avait été triste, qu'il n'ait pas été réélu. Et donc voilà, il nous dit qu'en fait la politique elle est quand même présente en prison encore à ce jour. Donc c'est drôle parce que dans le chapitre, un des chapitres précédents, il disait que il avait quitté la politique, qu'il n'avait pas vocation à y revenir, et là il nous dit qu'en fait la politique elle est partout encore dans sa vie. Et je crois que de toute façon, évidemment, c'est inévitable, mais du coup ça s'oppose un petit peu à ce qu'il a pu dire avant.
Alors Sarkozy nous parle aussi du fait qu'il est en prison et il peut faire des achats. Et donc c'est ce qu'il fait. Il fait un petit peu ses stocks de nourriture, c'est le fait de cantiner, comme ils disent apparemment, en prison. Et il nous dit « Je voulais juste avoir le nécessaire pour passer le moins inconfortablement possible ma 3e, et je l'espérais vivement, dernière semaine à la santé. Ne souhaitant ni ne sachant cuisiner sur la petite plaque chauffante de ma cellule, je me contentais depuis mon arrivée de laitage, de barres de céréales, d'eau minérale, de jus de pomme et de quelques douceurs sucrées. C'était en vérité le minimum. » Il nous parle de l'utilisation de son téléphone aussi, enfin du téléphone qui est dans la cellule, dont il doit payer tous les crédits. Et puis il revient à sa liste de courses, si je puis dire. Donc il en profite aussi pour nous dire qu'il y a une grande étendue d'articles proposés, y compris des produits à la lait cachère, 3 petits points. I don't know why. Il nous dit aussi que les prix étaient chers, beaucoup plus chers qu'à l'extérieur, et que, à son avis, ça constituait une sorte d'abus de pouvoir, parce que les détenus n'ont pas le choix que de payer ce prix-là s'ils veulent se fournir des produits. Et que les proches ne peuvent pas apporter de colis, à l'exception des fêtes de fin d'année. Il parle aussi d'une petite anecdote, puisque Carla vient lui rendre visite et lui apporte une photographie de la maison de Serge Gainsbourg qui a été taguée, et que sur un tag bien mis en évidence, sur la porte d'entrée même je pense, en tout cas bien visible, quelqu'un a tagué Free Sarko, et que c'est une attention qui lui a fait très plaisir, que c'était inattendu, ça les a fait sourire, et que cette photo il l'a prise et il l'a épinglée sur son mur, au-dessus du petit bureau qu'il utilisait pour écrire. Sarkozy nous dit aussi qu'il a reçu beaucoup de demandes de visite dans le monde politique, et notamment au niveau de la politique étrangère, qu'il a reçu beaucoup de soutien, que ce soit du côté du Maroc, du Congo, que ce soit du côté du Maroc, de la Côte d'Ivoire, et même des États-Unis, puisque le père du gendre de Donald Trump, donc voilà, faut suivre un petit peu, mais ça fait partie de la famille de Trump, lui a demandé une visite, et qu'il avait peur de risquer la polémique, mais qu'en même temps, il se voyait mal refuser la visite d'un membre de la famille de la première puissance mondiale. Il nous dit aussi qu'entre autres, il a reçu une autre demande qui émanait du jeune ambassadeur argentin, proche collaborateur du fameux et original président Milei. Et donc, il nous dit « J'avoue avoir fait preuve d'une certaine couardise. Bien qu'ayant été sensible à sa démarche et à son souhait de m'adresser un message de soutien personnel de son président, j'ai eu peur que Milei plus Trump, cela fasse beaucoup à une semaine de l'audience qui devait statuer sur ma demande de mise en liberté. Je souriais intérieurement en me disant qu'il ne manquait plus que la visite d'Orban et celle de l'ambassadeur russe pour que je finisse par risquer la perpétuité. » Donc évidemment, c'est des choses qui auraient fait ou qui feront parler, je ne sais pas, on va le voir, mais c'est un peu comme ça que se dessine ces derniers jours à la prison, il semblerait. Alors là, autre détail, il nous dit qu'il reçoit donc, comme à son habitude, mais là, au bout de 2 jours sans se voir, sa femme Carla, et que le personnel pénitentiaire, ils sont très gentils avec eux, parce qu'ils leur laissent toute leur intimité, ils ne les regardent pas par la petite fenêtre pendant qu'ils ont leurs entrevues, et qu'ils s'étaient fait une petite déchirure, enfin une petite blessure, que Carla avait amené des patchs chauffants, mais que ça avait été confisqué à l'entrée de la prison, et que, en le voyant se tortiller de douleur, le personnel de la prison est lui-même allé rechercher les patchs que Carla a pu lui poser. Donc encore une fois, c'est très gentil, et il dit d'ailleurs que ce sont des moments qui allègent le quotidien à la prison, mais encore une fois, je pense qu'il s'agit là d'un traitement de faveur. Lui qui clame haut et fort, je n'ai pas reçu de traitement de faveur, je n'en veux pas, et à travers tous ces petits détails, on voit que si, et qu'il les accepte, ces traitements de faveur finalement. Et c'est pas absurde, parce que voilà, s'il a mal, qu'il a des patchs chauffants et qu'il peut les mettre, mais évidemment que c'est la meilleure solution à faire, mais ça devrait peut-être être le cas de manière plus large que lui, ancien président. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'y vois là un genre de traitement de faveur aussi. Sarkozy nous parle aussi d'une lecture qu'il a faite. Il nous dit « Tard dans la nuit, car j'avais du mal à trouver le sommeil, je lus Lettre à un otage d'Antoine de Saint-Exupéry. Un chef-d'œuvre d'écriture où je trouvais cette phrase qui me touchait en plein cœur. Le désert n'offre aucune richesse tangible, comme il n'y a rien à voir ni à entendre dans le désert. On est bien contraint de reconnaître, puisque la vie intérieure, loin de s'y endormir, s'y fortifie, que l'homme est animé d'abord par des sollicitations invisibles. L'homme est gouverné par l'esprit. » L'analogie avec la prison était évidente. En prison, il n'y a rien à voir, rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la santé, où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. À l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison. Il n'y a pas d'alternative pour celui qui refuse d'être brisé par l'épreuve comme par l'enfermement. C'était devenu mon mantra, essayer à tout prix d'être gouverné par l'esprit et non par le moral du moment. Surtout ne pas demeurer enfermé, s'évader par la pensée, se laisser emporter par les forces invisibles. Donc voilà un petit peu ses inspirations, son mood du moment, si je puis dire. Là, il nous parle aussi d'une petite expérience assez déroutante qui s'est produite, puisque il nous dit « C'est d'ailleurs au cours de cette nuit que je vécus un épisode assez effrayant, du moins avant qu'on ne m'en expliquât les raisons. Vers 3h du matin, je fus réveillée en sursaut par un bruit assourdissant qui venait d'envahir ma cellule.
cellule. Je ne comprenais pas du tout ce qui pouvait bien se passer. Une soufflerie digne de l'enfer s'était déclenchée. Elle aspirait tout dans un vacarme augmenté par l'exiguïté de mon espace vital. Cela dura une bonne demi-heure. Il y avait de surcroît des cris qui provenaient de l'étage qui se trouvait juste en dessous de celui où je résidais. J'en sentais également une odeur de fumée assez forte. Et le lendemain, on lui a expliqué que c'était un détenu qui se trouvait à l'étage en dessous qui avait mis le feu à sa cellule pendant la nuit et qu'en fait, tout ce vacarme qu'il entendait, c'était les alarmes incendie, les extracteurs de fumée, etc. qui s'étaient déclenchés. C'est ce dont j'ai pensé tout de suite, mais c'est vrai qu'il a utilisé des mots très dramatiques pour décrire les choses. Alors oui, ça doit être vraiment effrayant et déroutant de se réveiller comme ça, déjà de pas être dans son environnement, mais en plus avec des bruits comme ça, de sentir qu'il y a un truc, sortir d'une catastrophe, mais un événement, un incident, un accident qui se passe et de pas savoir ce qui se passe et de pas pouvoir bouger non plus, ça doit être vraiment affreux. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est les choix de ces mots. Donc il ne parle pas tout de suite de l'alarme d'incendie, il dit vraiment une soufflerie digne de l'enfer qui s'était déclenchée. Donc voilà, c'est vrai que c'est des mots très forts qui sont choisis à chaque fois. Et c'est sur cette dernière, j'allais dire anecdote, peut-être pas, mais sur ce dernier événement qu'on va clôturer cet épisode de lecture ici. Je pense que c'est le 5e et que donc il en restera 2 encore après ça. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt pour une nouvelle vidéo.